Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente de la Commission, Madame la Ministre, chers collègues, permettez-moi de débuter cette journée dédiée aux propositions du groupe écologiste et social par la lecture des premières lignes de Printemps silencieux, ouvrage fondateur publié en 1962 par Rachel Carson, scientifique et première grande lanceuse d'alerte. Il était une fois une petite ville où toute vie semblait vivre en harmonie avec ce qui l'entourait et où au printemps, des nuages blancs de fleurs flottaient au-dessus des champs verts. Et puis, un mal étrange s'insinua dans le pays et tout commença à changer. Ce mal étrange dont parle Rachel Carson, ce sont les insecticides qui font taire le chant des oiseaux, disparaître les insectes et anéantissent progressivement le tissu du vivant. Les PFAS, dont je viens vous parler ce matin, sont des substances chimiques différentes, mais qui constituent à bien des égards un autre mal étrange qui s'insinue dans le pays. Lorsque je lis ces lignes écrites par Rachel Carson voici plus de 60 ans, je pense immédiatement à ces communes que j'ai eu l'occasion de parcourir depuis 2 ans, que je m'emploie à lutter contre les polluants éternels. Je pense à ces maires qui se sont découverts ces derniers mois sur la carte mondiale de la pollution aux PFAS. Je pense à ces habitants à qui l'on interdit désormais de consommer les œufs de leurs poules et les quelques légumes qui poussent dans leur potager et même parfois l'eau de leur robinet. Ce que je vous propose ce matin, c'est de leur apporter une première réponse en faisant de la France l'un des pays les mieux armés pour protéger sa population des risques liés à ces polluants éternels. Nous avons pour cela une opportunité historique, celle d'adopter à l'identique cette proposition de loi sur les PFAS votée en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour amorcer nos débats, accordez-moi quelques instants pour revenir sur les principales caractéristiques de ces polluants éternels. Les PFAS sont une famille de substances chimiques inventées au XXe siècle par quelques industriels. Ce sont environ 12 000 composés, tous structurés autour d'une chaîne d'atomes de carbone et de fluor qui leur confèrent différentes propriétés. Les PFAS sont stables, sous de fortes chaleurs, imperméables, repoussent les graisses et ont des propriétés anti-taches ou anti-adhésives. Le revers de ces qualités est leur grande résistance au processus de dégradation dans l'environnement. Les PFAS s'infiltrent dans les milieux, si bien qu'il est impossible pour le vivant d'échapper à une exposition croissante. Or, une fois dans les organismes, le corps peine à s'en débarrasser, car leurs propriétés entravent l'action des enzymes qui devraient les dégrader. Cette exposition est préoccupante, car la littérature scientifique l'associe à de risques sérieux pour la santé, tels que l'altération de la fertilité, des maladies thyroïdiennes, des taux élevés de cholestérol, des lésions du foie, des cancers, une réponse réduite au vaccin ou encore un faible poids à la naissance. Ce problème sanitaire est donc d'une gravité inédite, d'une portée comparable à celle des ravages du chlordécone ou de l'amiante. Ce constat étant posé, j'en viens à la proposition de loi qui nous occupe ce matin. Je veux d'abord rappeler ma démarche. Ce que je vous propose est d'adopter à l'identique le texte du Sénat. Peu nombreuses sont les propositions, particulièrement lorsqu'elles émanent des oppositions, à franchir les méandres de la navette parlementaire jusqu'à entrevoir l'éventualité d'une adoption définitive. C'est bien dans cette intention que je me présente à vous ce matin. Aussi, je souhaite remercier mes collègues du Sénat qui ont bien voulu considérer ce texte et l'adopter dans de brefs délais. Dans les 2 chambres, ce texte a été adopté à l'unanimité. Je remercie aussi mes collègues de la Commission Développement durable qui ont voté la proposition sans modification la semaine dernière. Cette proposition, dont je suis l'auteur, a été amendée au cours de la discussion à l'Assemblée puis au Sénat. Et autant le dire en toute sincérité, le texte qui nous parvient n'est pas celui que j'ai déposé, ni ne correspond en tout point à l'ambition initiale que je souhaitais donner à cette loi. Néanmoins, conscient des équilibres de notre Assemblée, conscient aussi de l'urgence à agir, je souhaite son adoption définitive, car il porte des avancées majeures dont il serait impensable de se priver. J'en viens maintenant plus précisément au fond des mesures de ce texte. La première vise à limiter la pollution à la source, en prenant des restrictions dès 2026 sur des usages pour lesquels nous savons déjà faire autrement, les cosmétiques, les phares de ski, les vêtements ou encore les chaussures. Je vous propose ensuite d'agir en 2030 sur l'ensemble des produits textiles. Ce calendrier est complété par certaines exceptions dont le périmètre est bien encadré et dont la liste devra faire l'objet de décrets. Ces premières mesures apparaissent plus que jamais essentielles lorsqu'on sait que la procédure européenne de restriction des PFAS sera plus longue et plus incertaine que prévu. Adopter des premières restrictions au niveau national enverra sans aucun doute un signal d'ambition à nos partenaires européens. Et sur ce premier point, je veux en toute transparence évoquer le sujet des ustensiles de cuisine qui nous avaient divisés, vous vous en rappelez, en première lecture. Je reste convaincu que les ustensiles ne devraient pas contenir de PFAS car les alternatives existent. Et sur ce sujet, vous le savez, je n'ai pas trouvé de majorité parlementaire, mais remporté, je le crois, une bataille culturelle. À défaut d'obtenir une norme, nous aurons mis la lumière sur un enjeu majeur.
Et vous l'aurez compris, je ne réouvrirai pas volontairement le débat sur les ustensiles, car je sais qu'il condamnerait toute possibilité d'adoption définitive. La deuxième mesure du texte prévoit de contrôler la présence de PFAS dans l'eau potable pour une liste de substances plus large que celle prévue par le droit européen. Je souhaite par exemple que nous puissions rechercher le TFA, ce PFAS retrouvé massivement dans de nombreuses communes françaises. Cette disposition est assortie de la création d'une carte des sites à l'origine des pollutions au PFAS. Cette carte apportera une transparence bienvenue sur l'état de nos territoires. Je vous propose ensuite de doter la France d'une trajectoire de réduction des rejets aqueux de PFAS depuis les installations industrielles et d'établir un plan pour le financement de la dépollution des eaux potables. Et dans la continuité, je vous propose de faire contribuer financièrement les industriels à l'origine de la pollution, en vertu du principe pollueur-payeur. Cela prendra la forme d'une redevance assise sur les rejets de PFAS dans l'eau. Cette redevance est un premier levier pour anticiper le mur d'investissement à venir pour nos collectivités en matière de dépollution des eaux. Je suis heureux qu'elle ait rencontré un soutien à l'Assemblée puis au Sénat, particulièrement averti aux contraintes qui pèseront bientôt sur nos collectivités. Et la dernière mesure vient garantir une information transparente sur les analyses de l'eau potable en matière de pollution au PFAS. Le Sénat a souhaité préciser que ces analyses cibleraient aussi les eaux en bouteille. Et de toute évidence, l'actualité donne toute sa pertinence à cette précision. J'en termine ici pour la présentation du texte, mais en guise de conclusion, je veux rappeler l'opportunité ce matin de voter une loi qui fera date dans la lutte contre les toxiques qui empoisonnent nos vies. L'enjeu est simple, adopter sans modification cette proposition de loi. Et je sais que nous sommes observés, et j'espère surtout que nous saurons être à la hauteur. Et sur ces sujets, ne l'oubliez pas, chaque année perdue se compte hélas en vie humaine. Merci pour votre attention.